Donc, bonjour, donc, je m'appelle Isabelle Housset, donc d'IRSTE à Grenoble, et ce travail donc, a été réalisé en collaboration avec l'INSA de Lyon, donc, notamment à travers David Bertrand. Donc moi je vais vous parler des courbes de fragilité, donc d'une structure de protection en béton armé sollicitée par des avalanches de neige. Donc ici un premier transparent donc, qui rappelle en fait que les avalanches de neige sont une menace pour la communauté montagnarde. Donc c'est vrai que chaque année on dénombre un certain nombre de décès. Donc plus particulièrement au niveau de la pratique des skieurs de la randonnée en montagne. Pour autant, on a en mémoire un certain nombre d'événements assez importants, donc qui ont engendré des nombres importants de morts, mais dans des zones bâties. Donc là, je vous ai marqué en fait les deux événements principaux qui restent en mémoire. Donc c'est en 1970 à Val d'Isère, 39 morts, donc qui étaient dans un chalet de l'UCPA à Val d'Isère, et puis en 99, donc la avalanche de Montroc qui a fait donc 12 morts et détruit 14 chalets. Donc je vous ai mis également des petites images qui permettent de voir un peu l'ampleur des dégâts. Et notamment sur la droite, on voit qu'également, donc en 1999, il y a des avalanches qui ont carrément endommagé des ouvrages de protection destinés à protéger un hameau qui était juste en aval. Donc face à cette menace, donc, plusieurs mesures de protection peuvent être mises en place, dont la mise en place d'ouvrages par avalanche, et également des mesures de prévention à long terme, donc des mesures de planification dont vous a parlé précédemment Nicolas Eckert. Donc, en ce qui concerne les ouvrages de protection, la particularité, c'est qu'ils sont situés dans une zone d'écoulement de l'avalanche, où les vitesses et l'énergie sont relativement importantes, et on peut penser qu'on va avoir un comportement dynamique de ces ouvrages. Et donc, en ce qui concerne les mesures de planification, ça passe par la nécessité de préciser le risque, qui est un croisement entre l'aléa et la vulnérabilité des éléments exposés. Donc, notre étude, en fait, est un croisement entre les deux, donc les ouvrages de protection, puisqu'on va étudier donc, la vulnérabilité des ouvrages de protection pour les prendre en compte ensuite dans l'affichage du risque. Donc l'objectif de notre étude, c'est d'essayer de voir quel est l'impact des effets inertiels susceptibles d'être rencontrés donc, sur ces ouvrages de protection, sur les courbes de fragilité. Donc ici, je vous ai mis un petit rappel. Donc en fait, un certain nombre d'études ont déjà été réalisées dans le domaine avalancheux, donc sur la vulnérabilité des ouvrages, de certains types d'ouvrages. Donc ici, je vous ai mis donc à gauche une synthèse des différentes courbes de vulnérabilité qu'on peut trouver dans la littérature et donc qui vous sont rappelées donc, sous forme de liste à droite. Donc ces courbes de vulnérabilité donc, précisent en fait l'évolution d'un indice de dommage, donc qui est représenté en ordonnée, en fonction de l'intensité de l'impact de l'aléa, donc qui est ici exprimé en termes de pression d'impact en kilopascal. Donc toutes ces courbes-là, elles ont été établies en fait pour du bâti exclusivement, selon différentes approches, donc allant de l'approche empirique jusqu'à l'approche numérique. Et en dessous, je vous ai mis donc en fait des courbes de fragilité qui ont été établies assez récemment par Philomène Fabier. Donc là où on représente en fait une probabilité de défaillance de la structure en fonction de l'intensité de l'aléa. Donc pareil, donc ces courbes de fragilité ont été établies aussi pour du bâti et non pour des structures de protection. Donc, en ce qui concerne les approches numériques, donc la construction de ces courbes de fragilité et de courbes de vulnérabilité ont été établies en fait en faisant l'hypothèse d'un comportement quasi statique de l'ouvrage. Donc, nous, c'est vrai qu'on s'est penché un petit peu sur la question de savoir si, pour les structures de protection, on pouvait suivre ces démarches de construction de courbes de fragilité ou pas. Donc le plan d'exposé va se présenter ainsi. Donc je vais commencer par vous présenter donc, la structure étudiée et puis les outils qu'on a utilisés. Ensuite, je vous présenterai donc, la méthodologie de l'étude de fiabilité qu'on se propose de réaliser. Et enfin, je vous présenterai donc, des premiers résultats, mais qui sont pour l'instant que réalisés en quasi-statique. Et je finirai par des conclusions. Donc en fait, la structure que nous avons étudiée, c'est la Dacona qu'on a vue sur la première diapo, en fait, qui a été endommagée donc, en 99. Donc cette dent, en fait, il y en a plusieurs. Donc on voit sur la photo de gauche, en fait, c'est tout le dispositif. Donc c'est des dents toutes similaires qui sont situées en amont d'un vaste dispositif de protection d'un hameau. Donc elles sont destinées en fait à étaler l'écoulement avalancheux qui ensuite est ralenti par des tas-freineurs qui sont situés à l'aval de ces dents et enfin stoppé par une digue en fait frontale.
Donc c'est en fait cette dent, bon, de façon simplifiée, en fait, c'est un mur en L, donc complètement encastré dans le sol, avec des dimensions assez importantes, puisqu'elles font quasiment 10 mètres de haut. Donc pour étudier le comportement de cette structure, donc on a utilisé plusieurs modèles. Donc le premier modèle, donc c'est un modèle élément fini, donc en 2D. Où on a utilisé donc des éléments quadrilatères pour décrire le béton et puis des éléments linéaires pour décrire l'acier. Les lois de comportement sont des lois élastoplastiques, donc à la fois pour le béton et l'acier. Et puis donc on a utilisé donc Castem pour résoudre les équations fondamentales de la dynamique, donc au niveau des éléments finis. Et l'avantage de ce modèle élément fini, c'est qu'on a une réponse assez précise et donc on peut prendre en compte différents types de modes de rupture, donc flexion, cisaillement ou autre. Donc ensuite, juste on verra par la suite, donc en fait le problème de ce modèle élément fini, c'est qu'il demande un temps de calcul assez important et quand on veut faire de la fiabilité, c'est quand même un inconvénient. Donc on a également essayé de mettre en place un modèle masse-ressort dont le principe c'est d'assimiler en fait la structure à un système masse-ressort qu'on peut voir là à droite en bas en considérant donc de façon intermédiaire que notre structure elle peut en fait être assimilée à une poutre encastrée d'un côté et libre de l'autre. Donc on a vérifié par Castem qu'on obtenait des résultats similaires en assimilant donc cette structure à une poutre. Donc pareil, pour ce modèle, on a des lois de comportement élastoplastiques pour le béton et pour l'acier. Juste pour le béton, donc dans ce modèle-là, on considère qu'il n'y a pas du tout de résistance en traction du béton. Donc par contre, la contrainte forte de ce modèle, c'est de faire une hypothèse de rupture. Et donc là, on a fait une hypothèse de rupture par flexion. Et donc ce modèle, en fait, l'objectif de ce modèle, c'est d'établir, en fait, on établit des relations moment-courbure qui sont calculées au niveau de la section, puis des courbes force-déplacement bilinéaires. Et donc là, pour ce faire, on a utilisé donc MATLAB. Et enfin, après, ensuite, on a mis en place, enfin, on a utilisé en fait des métamodèles par le chaos, en utilisant donc le chaos polynomial, donc qui est une approximation dont l'objectif est d'approximer le modèle physique, donc soit modèle élément fini, soit modèle masse-ressort, par un métamodèle qui en fait est développé sur une base finie de polynômes. Donc bon, je ne vais pas peut-être vous détailler la procédure. Et donc là, pour le coup, donc en fait, on établit donc y de x qui est une somme de bêta k, donc bêta k étant les coefficients à calculer. Et donc les psi, c'est les polynômes, la base des polynômes sur lesquels on définit notre réponse. Donc tout le travail va être de définir ces calculs de coefficients, la bêta k, et on a utilisé pour ce faire la méthode de troncature Lars. Donc 2 métamodèles, pour chaque modèle physique, 2 métamodèles vont être créés, donc avec UQLab. Donc un en quasi-statique, donc pour aboutir à la courbe de fragilité de référence, et donc un métamodèle en dynamique. Donc c'est ce que je vais vous préciser maintenant. Donc juste là un petit rappel donc des différences entre les différents modèles. Donc le modèle élément fini qui va être notre référence, qui est un modèle précis, hein, donc la réponse est précise. Par contre il est coûteux en temps de calcul, donc en fait une simulation ça dure environ 30 minutes. Donc quand il faut en faire des centaines, c'est vrai que ça représente un temps considérable. Donc l'intérêt c'est de pouvoir modéliser une rupture quelconque. Le modèle masse-ressort, en temps de calcul, c'est quelques minutes. Donc là, la contrainte forte, c'est qu'on fait une hypothèse de rupture par flexion. Et enfin, les métamodèles, ça permet de faire des calculs en moins d'une minute. Donc la méthodologie qu'on se propose de réaliser, donc en fait, l'objectif déjà, c'est de déterminer la probabilité de défaillance de la structure pour différentes gammes de taux de chargement. Donc à droite, je vous ai mis en fait un signal avalancheux, un petit peu simplifié. Et donc le taux de chargement, en fait, c'est où on a un pic de pression Pmax, et donc le taux de chargement, c'est Pmax sur le temps mis pour atteindre cette pression maximale. Donc pour cette étude de fiabilité, on a fait l'hypothèse qu'on avait 2 variables aléatoires, donc une liée au matériau, une sur le béton, donc c'est la limite en compression du béton, et une sur l'acier, donc la limite élastique de l'acier. Et on a pris donc une distribution log normale avec un coefficient de variation de 0,18 pour la limite en compression du béton et une distribution normale pour la limite élastique de l'acier. Donc notre critère de défaillance, il est basé en fait sur un paramètre global de la structure, donc qui est le déplacement.
Et donc, en fait, tout le travail va être de définir en fait, le déplacement ultime pour calculer ce critère de défaillance. Donc voilà, les étapes qu'on propose de réaliser. Donc en fait, la méthode, elle va se baser en 2 étapes. Donc la première étape, qui va être l'établissement d'un métamodèle, qui va nous permettre d'obtenir donc le déplacement ultime de la structure qu'on va utiliser dans le critère de défaillance, et également de définir la pression ultime, qui va nous permettre donc d'établir les courbes de fragilité en quasi-statique. Donc, parce que donc en fait en quasi-statique, on intègre en fait, on n'utilise pas le signal véritable avalancheux, donc on va augmenter la pression de façon linéaire et continue, et jusqu'à atteindre de la rupture, et ça va nous donner en fait directement une distribution de la pression conduisant à la rupture de l'ouvrage, et par intégration, on obtient directement la courbe de fragilité. Donc, par contre, lorsqu'on veut travailler en dynamique, on ne peut pas obtenir directement ces courbes de fragilité. Et donc là, on va établir un métamodèle qui va en fait qui va prendre en compte donc les 2 variables aléatoires ainsi que la pression maximale et le temps mis pour atteindre cette pression maximale. Et donc, on va avoir un métamodèle qui va nous permettre de définir en fonction de ces différentes données donc le déplacement maximal qui intervient dans le critère de défaillance. Et après, donc, on va établir des courbes de fragilité par la méthode de Monte-Carlo pour différents taux de chargement. Donc ici, je vais passer rapidement sur les résultats qu'on a obtenus. Donc pour l'instant, on n'a travaillé que sur la première étape. Donc ici, je vous ai mis en fait les différentes courbes qui ont été obtenues, qui ont permis de valider en fait le modèle masse-ressort. Donc la première courbe, c'est un comportement quasi-statique. Donc là où on voit qu'on obtient des résultats en termes de déplacement et de pression ultime assez similaires. Et puis donc sur la droite, je vous ai mis un exemple de comportement dynamique, donc avec en rouge la réponse du modèle SDOF, masse-ressort, et en bleu la réponse du modèle dynamique. Donc c'est vrai que là en dynamique on a un peu des écarts. Donc depuis on a retravaillé un petit peu notamment sur les lois de comportement pour essayer d'améliorer en fait les résultats obtenus. Pardon. Donc ici, on a regardé, en fait, on a comparé ce qu'on obtenait en matière de résultats en termes de pression ultime et déplacement ultime entre les modèles physiques et les métamodèles. Donc les 2 premières images donc, concernent en fait le modèle élément fini. Donc on voit quand même qu'on a un petit peu des divergences un petit peu entre les 2 modèles, puisqu'on serait censé, si on avait les mêmes résultats, obtenir une diagonale. Donc, par contre, pour le modèle SDOF, donc le métamodèle, on obtient quand même des résultats assez similaires, notamment pour la pression ultime. Et donc ici, je vous présente en fait les courbes de fragilité qui ont été établies, donc qui vont être pour la suite la référence, donc en quasi-statique. Donc ici en rouge, on voit donc donc la courbe de fragilité obtenue directement avec le modèle élément fini. En bleu foncé, donc c'est le métamodèle lié au modèle élément fini, donc on voit quand même qu'on a de légères différences. Et puis donc en noir, en noir et donc en fait en vert aussi, mais bon, les 2 courbes sont superposées, noire et verte. Donc la courbe de fragilité obtenue avec le modèle masse-ressort. Donc on voit que pour tous les modèles, en fait, les bornes sont identiques pour tous les modèles. On varie entre 250 kPa et 350 kPa. Donc l'écart entre le modèle élément fini et son métamodèle reste assez important. Donc par contre, on peut considérer que la courbe de fragilité obtenue avec le modèle masse-ressort et son métamodèle est assez proche de la courbe de fragilité obtenue directement avec le modèle élément fini. Donc en conclusion, donc on a testé 4 modèles pour établir donc les courbes de fragilité. On les a comparés au niveau quasi-statique. Donc les résultats sont relativement proches entre le métamodèle construit sur la base du modèle masse-ressort et le modèle élément fini. Donc c'est par la suite on va retenir en fait ce modèle. Donc il nous reste maintenant à faire la 2e étape, donc définir déjà des distributions pour Pmax et taux, le taux de chargement, pour permettre d'établir le métamodèle. Donc construire ces états modèles et enfin donc établir les courbes de fragilité pour différents taux de chargement et les comparer. Voilà, je vous remercie.